Alors, comme vous le savez, depuis la description de la gamma-globulinémie en 1952 par Bruton, eh bien, plus de 300 déficits immunitaires ont été décrits. Malheureusement, donc, ces déficits restent sous-diagnostiqués, aussi bien dans le monde que dans notre pays. Ils peuvent concerner aussi bien l'immunité innée que l'immunité humorale et ou cellulaire. Donc, pour ce qui est des manifestations respiratoires, eh bien, elles peuvent commencer durant l'enfance, à la période néonatale, mais à l'âge adulte, c'est surtout les déficits immunitaires communs variables qu'on retrouve le plus, avec bien sûr avec d'autres déficits qui sont beaucoup plus rares qu'on citera par la suite. Alors, quand ces déficits sont diagnostiqués chez l'adulte, c'est généralement par le pneumologue, et ce, devant des infections respiratoires récidivantes. Et le diagnostic sera donc évoqué devant un épisode infectieux inhabituel par ses manifestations, par sa fréquence, et quand il survient dans un contexte familial déjà connu. Alors au Maroc, les chiffres ont été déjà cités. Je citerai juste les chiffres de notre service. Les patients qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte, et c'était des déficits immunitaires, immunitaires primitifs révélés par une atteinte respiratoire. Alors, sur une période de 10 ans, on avait colligé 15 cas de DIP dans 8 DICV, 3 déficits en IgA, un syndrome d'hyper-IgE, un déficit en complément et un syndrome d'Hermansky-Pudlak. Donc, pour la classification, là, je vais juste insister sur le fait que les déficits immunitaires comme un variable est le plus fréquent. Donc, c'est celui que je vais détailler aujourd'hui. Et je vais essayer de citer brièvement les autres déficits. Donc, pour le déficit immunitaire comme un variable, ça a été dit, c'est le plus fréquent. On le voit souvent sous forme de cas sporadiques. Il se révèle à l'âge adulte avec un sexe ratio de 1 vers la deuxième ou la troisième décennie. Et les manifestations respiratoires sont essentiellement d'ordre infectieux, ou parfois on peut trouver des manifestations non infectieuses telles que la pneumopathie inflammatoire réactionnelle ou les pathologies tumorales. Donc, pour ce qui est des manifestations infectieuses respiratoires, c'est surtout les pneumonies, comme on voit sur ce travail, les suppurations bronchiques et les infections respiratoires hautes. Les autres infections extra-respiratoires sont beaucoup moins fréquentes. Dans cette série, donc, on voit très bien que sur 252 patients atteints de DICV, eh bien, 91% des symptômes étaient d'ordre respiratoire infectieux, dans 58% de pneumonie, 69% de bronchite et 37% de bronchectasie. Alors, je commence par les pneumopathies bactériennes, c'est les plus fréquentes. Elles sont souvent inaugurales et récidivantes et dues à des bactéries encapsulées, notamment le pneumocoque et l'hémophilus influenzae. Il n'y a pas de caractéristiques radiologiques particulières de ces pneumonies. Par contre, la mortalité est importante. Pour ce qui est des manifestations non infectieuses, eh bien, la première étant la bronchectasie. On a souvent cru que les bronchectasies étaient une complication infectieuse. Or, ce n'est pas le cas, c'est une complication des infections, et elle serait également due à l'inflammation dérégulée provoquée par le déficit immunitaire lui-même. Donc, la radiothorax est souvent normale, et là, il faut justement tiquer quand on a un patient qui fait des infections récidivantes et dont la radio est normale. Donc là, il faut penser parmi les diagnostics, et ça doit être un réflexe, penser à des dilatations de branches, même en cas de radio normale, et demander un scanner thoracique. La radio peut, dans 14 à 38% des cas, montrer des foyers aréolaires, comme ce que montre l'image, des foyers aréolaires, des images aréolaires, des clartés finement cerclées, comme orientant vers un foyer de dilatation de branche basale gauche. Et c'est la TDM thoracique, bien sûr, qui confirme le diagnostic. Elle nous montre un peu le type de dilatation de branche et le siège et le caractère diffus ou localisé. Généralement, dans les DICV, les DDB sont diffuses, sont cylindriques, elles sont bilatérales, mais il n'y a pas de localisation prédominante. On peut avoir une localisation au niveau des sommets comme au niveau des bases, avec parfois des foyers d'atélectasie. Ces atélectasies sont dues en fait aux impactions mucoïdes qui vont boucher les bronches. Donc, comme je viens de le citer, dans ce travail-là, on a comparé donc 2 études qui montrent que les dilatations de branches sont toujours diffuses, elles sont cylindriques et il n'y a pas de prédominance de siège. L'évolution, malheureusement, se fait
vers la colonisation par le Pseudomonas aeruginosa qui marque un tournant évolutif dans la maladie. On peut avoir la colonisation par d'autres bactéries, notamment le staphylocoque et l'hémophilus. Alors, au plan fonctionnel, on a chez ces patients-là une obstruction bronchique avec un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible. On a de l'hyperréactivité bronchique, on en a parlé tout à l'heure, nos collègues en ont parlé, qui est secondaire aux infections virales et bactériennes. Et on a quelques cas d'asthme dont la pathogénie n'est pas très claire, avec un mécanisme qui est indépendant des IgE, mais qui serait secondaire à l'augmentation de l'inflammation. On peut avoir également un trouble ventilatoire restrictif quand les DDB sont diffuses. La troisième pathologie non infectieuse, c'est les pneumopathies infiltrantes diffuses. Et là, je fais allusion à la pneumopathie interstitielle lymphoïde. Alors, cette pneumopathie peut demeurer stable durant des années, mais le risque, c'est de progresser vers le lymphome pulmonaire. Alors, le diagnostic peut être suspecté sur la TDM thoracique devant des lésions assez caractéristiques, mais la confirmation histologique est nécessaire pour éliminer un lymphome pulmonaire. Alors, le traitement repose sur les corticoïdes, les immunosuppresseurs, notamment la cyclosporine. On peut avoir d'autres pneumopathies infiltrantes diffuses, notamment les pneumopathies organisées et les fibroses pulmonaires idiopathiques. Là, par exemple, c'est un patient qui a des images kystiques sur la radio. Le scanner montre un poumon kystique et parmi les étiologies des poumons kystiques, chez l'adulte, on pense à la pneumopathie interstitielle lymphoïde. Et quand on la confirme à l'histologie, ben là, il faut faire un dosage des immunoglobulines, chercher un déficit immunitaire comme invariable. La pneumopathie organisée, là c'est une patiente de 35 ans, connue porteuse de DICV et qui présente des opacités alvéolaires bilatérales. Et quand on a fait le scanner, eh bien c'est des images caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des images en lagon. Donc c'est des opacités, c'est des foyers alvéolaires bilatéraux creusés à l'intérieur, ce qu'on appelle des images en lagon qui nous font penser à une pneumopathie organisée. Et là aussi, c'est l'histologie qui vient confirmer ce diagnostic. Alors, la quatrième pathologie, c'est les maladies granulomateuses chroniques, ce qu'on appelle les granulomatoses sarcoïdoses-like. Donc, mes collègues en ont déjà parlé. Le problème qui se pose chez ces malades, c'est de faire la différence entre une authentique sarcoïdose ou est-ce qu'il s'agit de lésions histologiques témoignant de l'incapacité de l'organisme à éliminer totalement certains agents infectieux intracellulaires. Donc, quand on trouve le granulome, ça pose vraiment problème. S'agit-il d'une tuberculose? S'agit-il d'une sarcoïdose ou d'une granulomatose sarcoïdose-like? Alors, quelles sont les différences qui existent? Eh bien, pour la granulomatose sarcoïdose-like, elle peut survenir à tout âge. Elle est plus fréquente chez les femmes et chez les sujets de peau noire, tout comme la sarcoïdose. Le diagnostic peut être porté avant le DICV dans 40% des cas. L'atteinte respiratoire est la plus fréquente. Elle est parenchymateuse dans 75% des cas et médiastinale sous forme d'adénopathie dans 58% des cas. On peut avoir des adénopathies périphériques dans un cas sur deux, une splénomégalie et toutes les autres atteintes sont possibles, tout comme la sarcoïdose. Et l'enzyme de conversion est aussi élevée, tout comme la sarcoïdose. Et donc là, difficile de faire le diagnostic différentiel. Là, donc, cette étude, ce travail de Bouvry qui a comparé 20 cas de granulomatose sarcoïdose-like à 60 cas de sarcoïdose, eh bien, on voit que les infections récurrentes sont plus fréquentes dans les DICV, dans les granulomatoses accompagnant un DICV, que les râles crépitants sont plus fréquents dans les DICV, les granulomatoses sarcoïdose-like, et que le taux de CD4 sur CD8, le rapport CD4 sur CD8 dans le lavage bronchiolo-alvéolaire est peu élevé par rapport à la sarcoïdose. Chose très importante, c'est que dans la sarcoïdose, on a une hypergammaglobulinémie, chose qu'on ne retrouve pas dans la granulomatose associée au DICV, on a une hypogammaglobulinémie. Donc, devant un granulome, et quand on a vraiment ce doute diagnostic, il faut revenir à la clinique si on a des infections récurrentes et revenir à la biologie. Si on a une hypogammaglobulinémie, on va être plus orienté vers un déficit immunitaire comme invariable. Le scanner permet aussi de faire un peu la différence. On a le signe du halo. Donc, c'est un nodule en verre des polices, donc entouré de foyers alvéolaires qu'on retrouve plus dans le DICV. Alors que dans la sarcoïdose, on a beaucoup plus de micronodules, beaucoup plus de verres dépolis et beaucoup plus de foyers de condensation alvéolaire.
Donc là, c'est un patient qui se présente avec cette radiothorax. On a cet aspect de lymphome hilaire bilatéral, orientant vers des adénopathies hilaires bilatérales. Et donc, le premier diagnostic qui nous passe par la tête, c'est une sarcoïdose. Son scanner va nous confirmer également la sarcoïdose, puisqu'il y a des nodules et des micronodules en sous-pleural, chose qu'on retrouve très fréquemment et assez typiquement dans la sarcoïdose. Et là, donc, il faut vraiment aller faire une biopsie et puis donc pour faire le diagnostic différentiel. Alors, pour la pathogénie des granulomes, elle est incertaine. Elle serait secondaire à une inflammation dérégulée avec augmentation du taux de TNF circulant et des anomalies de l'immunité cellulaire associées, donc notamment les CD8 qui vont donc participer à l'organisation de ce granulome. Là, on a des coupes macroscopiques de granulomes de nodules sous-pleuraux en thoracoscopie, et à l'anapathe, on a ces granulomes non caséeux avec des amas nodulaires de cellules géantes et épithéloïdes. Donc pour le traitement, il n'est pas bien codifié. On l'a bien dit tout à l'heure, les immunoglobulines n'ont pas d'effet sur l'évolution. C'est la corticothérapie systémique associée aux immunosuppresseurs avec des réponses partielles et rarement complètes. Donc, et là, j'arrive à la maladie pulmonaire interstitielle granulomateuse et lymphocytique, ce qu'on appelle les GLID. Alors, les GLID, c'est une combinaison d'anomalies granulomateuses associées à des anomalies lymphoprolifératives telles que la pneumonie interstitielle lymphoïde dont on a parlé tout à l'heure, ou l'hyperplasie lymphoïde. Donc, quand on a cette association de ces deux pathologies, on va parler de GLID. On aura une splénomégalie associée et des adénopathies diffuses, ainsi que des cytopénies. Là aussi, le traitement n'est pas bien codifié. La corticothérapie n'est pas très efficace, et il y a eu des cas qu'on avait traités avec une association azatioprine-rituximab. Donc, il y avait 7 patients dans cette étude qui avaient répondu avec une réduction des anomalies TDM, une amélioration des paramètres fonctionnels respiratoires, mais qui persistait quand même à 6 mois avec un mauvais pronostic. Donc, la dernière manifestation non infectieuse, c'est le lymphome pulmonaire et les cancers bronchiques avec un risque 10 fois supérieur à celui de la population générale. Il y a un risque beaucoup plus important de lymphome. Donc, dans cette série de Resnick, on a 8% des patients qui ont présenté une hémopathie et 7% qui ont présenté un cancer solide. L'hémopathie la plus fréquente étant le lymphome non hodgkinien. Par contre, le cancer bronchique n'est pas très fréquent. Donc là, ce sont des patients qui ont présenté une hyperplasie lymphoïde. On voit très bien que sur le scanner, il s'agit d'adénopathie, soit hilaire bilatérale, soit sous-carinaire, avec sur les fenêtres parenchymateuses des micronodules sous-pleuraux, faisant penser à une sarcoïdose. Et donc l'anapathe confirme une hyperplasie lymphoïde bénigne. Dans ce cas-là, il faut chercher un déficit immunitaire comme invariable si le patient n'est pas connu porteur d'un DICV. Là, le dernier cas, c'est un patient de 21 ans qui a un déficit immunitaire comme invariable connu et qui présente des adénopathies hilaires sur un cliché thoracique de contrôle. Et donc là, ce qui confirme un peu, ce qui fait penser à l'atteinte lymphomateuse, c'est cette évolution rapide et l'augmentation de taille rapide des adénopathies. Donc là, il faut biopsier ces adénopathies, et dans ce cas, il s'agit d'un lymphome pulmonaire. Donc, comment traiter? Là, je vais passer rapidement. Ça a été bien traité par ma collègue tout à l'heure. Donc, c'est les traitements préventifs des épisodes infectieux par les immunoglobulines, le traitement préventif des épisodes infectieux par une antibioprophylaxie, le traitement curatif des épisodes infectieux, le traitement spécifique des bronchectasies, puisque c'est ce qui nous pose problème, nos pneumologues, et puis, bien sûr, les vaccinations. Le traitement qui va-t-on traiter? C'est les patients symptomatiques ayant des infections récidivantes avec des dilatations de bronches avec un taux d'IgG inférieur à 3,5 g par litre. Pour ce qui est de l'antibioprophylaxie, il n'y a pas de recommandation. On se base surtout sur les recommandations de la mucoviscidose. On peut donner du cotrimoxazole, des macrolides. Pour ce qui est des DICV associés aux bronchectasies, donc, il n'y a pas de recommandation sur l'utilisation des macrolides à dose anti-inflammatoire. On les donne quand même, mais on n'a pas de recommandation franche. Pour le traitement curatif des épisodes infectieux, c'est l'antibiothérapie probabiliste active sur les germes encapsulés, notamment
le pneumocoque, l'hémophilus influenzae. Donc, on donne une amoxicilline acide clave, une céphalosporine, et puis, bien sûr, qu'on va adapter en fonction des résultats microbiologiques. Pour le traitement des bronchiectasies, eh bien, c'est l'hyperhydratation, la kinésithérapie, le traitement des foyers infectieux ORL, sinusiens, et la dose d'immunoglobuline doit être supérieure à celle des patients sans bronchiectasie pour obtenir le même niveau de protection. Si on a un trouble ventilateur obstructif, on peut donner un bronchodilatateur. Par contre, la place de la corticothérapie inhalée n'est pas bien définie. Au contraire, on peut avoir un risque plus augmenté d'infection. Pour le suivi des patients ayant une atteinte pulmonaire, un bilan fonctionnel complet, notamment des explorations fonctionnelles respiratoires complètes, dont une DLCO au diagnostic, puis tous les 1 à 2 ans, une TDM au diagnostic, puis tous les 4 à 5 ans, et puis bien sûr, il faut guetter les autres complications auto-immunes. Un petit mot sur le syndrome de Good, puisqu'il est assez particulier, il associe un thymome et une hypogammaglobulinémie. Donc, le diagnostic de thymome peut précéder celui de l'hypogammaglobulinémie, comme il peut le succéder, comme la découverte peut être concomitante. Il est souvent diagnostiqué à la 5e, 6e décennie de la vie, sans prédominance de sexe. Et bien, les circonstances de découverte sont souvent celle de la tumeur médiastinale, de la tumeur thymique, donc un syndrome médiastinal avec une dyspnée, une douleur thoracique, parfois un syndrome cave supérieur. La découverte peut être parfois fortuite, donc découverte d'une masse médiastinale antérieure, et ou parfois devant la susceptibilité accrue aux infections respiratoires, et bien sûr devant une dilatation de branches associée à une masse médiastinale. Il faut penser au syndrome de Good. Les germes qu'on peut isoler sont également l'hémophilus, le pneumocoque, le pseudomonas et le Klebsiella. Donc, quelle relation existe-t-il entre le thymome et l'hypogammaglobulinémie? Elle reste pas très certaine. En fait, sur le plan immunologique, il y a cette hypogammaglobulinémie, il y a une absence de lymphocytes B circulant, un rapport CD4-CD8 anormal avec une expansion de la sous-population lymphocytaire T-CD8 et une absence de réponse des lymphocytes T aux mitogènes. Alors, l'hypogammaglobulinémie peut toucher toutes les classes d'hémoglobine, comme elle peut toucher que les IgG et les IgM, rarement. Alors, le traitement, c'est la résection chirurgicale de la tumeur, mais qui reste sans efficacité. Là, les immunoglobulines ont un rôle de contrôle des infections souvent sévères pour améliorer le pronostic vital qui reste quand même péjoratif. La gammaglobulinémie liée à l'X, elle est rare à l'âge adulte. Les atteintes infectieuses sont sinusiennes, pulmonaires avec des bronchites récidivantes et chroniques. On peut avoir des atelectasies segmentaires et des bronchiectasies au niveau du lobe moyen et inférieur, avec une augmentation de l'incidence, bien sûr, des néoplasies, des lymphomes non-Hodgkiniens. Un petit mot sur le déficit en IgA. Comme ça a été dit tout à l'heure, les patients sont souvent asymptomatiques et quand ils font des infections, c'est des infections pulmonaires et ou des infections des voies aériennes supérieures récurrentes à pneumocoque ou hémophilus. Les DDB sont rares puisque la plupart de ces patients peuvent sécréter des IgG et on peut avoir des réactions allergiques et auto-immunes. Donc pour les déficits immunitaires cellulaires et combinés, ils sont rares, ils concernent moins les pneumologues. Je parlerai du syndrome d'hyper-IgE ou syndrome de Job ou Buckley qui se manifeste par des infections sinusiennes, pulmonaires récurrentes, avec des séquelles de pneumonie comme des pneumatocèles. Donc, si on a des pneumatocèles avec bronchiectasie, il faut penser au syndrome d'hyper-IgE, faire le dosage. Et puis là, c'est un patient qui était hospitalisé dans notre formation. C'est un sujet âgé de 19 ans, donc le professeur Bosfeha connaît également, qui avait des abcès pulmonaires et des pneumatocèles comme séquelles de pneumonie passées inaperçues, des fractures répétées et même des lésions cutanées qui étaient surinfectées. Et le taux d'IgE était très élevé. On avait donc pensé à un syndrome d'IgE à l'époque. Les autres déficits immunitaires, tels que les déficits du complément, ils sont beaucoup plus rares. La susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes qu'il faut évoquer devant des antécédents d'infection à mycobactéries, des antécédents d'infection invasive à salmonelle. L'intradermo est généralement positif, dans l'intradermo à la tuberculine, et un bilan immunitaire classique standard normal. Donc voilà, je finis en insistant sur les caractéristiques de l'infection respiratoire
devant faire suspecter un DIP. Donc, c'est une infection dite SPIR. SPIR comme, donc S comme sévère. Donc, c'est des infections pour lesquelles on doit donner de fortes doses d'antibiotiques par voie intraveineuse. Elles persistent, P comme persistante, elles persistent malgré une bonne antibiothérapie, donc à dose adéquate. I comme inhabituelle soit par leur sévérité ou par le germe responsable. Et R comme récidivante, qui récidive après l'arrêt de l'antibiothérapie. Ces infections vont aboutir à la longue à des dilatations de branches, d'autant plus qu'il y a un antécédent familial de déficit immunitaire primitif. Dans ce cas-là, il faut penser au déficit immunitaire primitif et faire le bilan dans ce sens. Donc, je répète que les manifestations respiratoires infectieuses représentent la situation la plus fréquente de révélation et de morbimortalité au cours des DIP, notamment au cours du déficit immunitaire comme invariable. Ces DIP qui restent malheureusement largement sous-diagnostiqués dans notre pays. Nous, pneumologues, avons un rôle central à jouer dans la prise en charge, aussi bien diagnostique que thérapeutique, mais malheureusement, nous souffrons toujours d'absence de consensus codifié et d'études incluant un nombre significatif de patients, donc d'où l'intérêt de ces réunions pluridisciplinaires que nous faisons pour essayer d'élaborer des protocoles standardisés pour améliorer la prise en charge de nos patients. Voilà.